Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui pour parler une nouvelle fois d'un de mes livres préférés et je peux pas vous parler de mes livres préférés sans vous parler de ça, de Stephen King, parce que c'est mon premier livre préféré que j'ai lu quand j'ai commencé la lecture sur PC, tout simplement. Donc je l'ai lu quand je devais avoir quelque chose comme 17 ans, je dirais, la première fois. Je venais quasiment de me remettre à la lecture. Je me souviens plus c'est le combienième livre que j'ai lu, mais en tout cas c'était certainement dans les 10 premiers. J'avais découvert la lecture, on va dire, avec la synthèse, avec Le dernier jour d'un condamné en seconde. Et ensuite j'ai lu, suite au conseil d'un ami, Cimetière de Stephen King, que j'ai vraiment adoré en quelque sorte, parce que c'est un livre qui est extrêmement pénible, etc. Mais bon, il était bien fait, on va dire. Et du coup, j'en ai lu d'autres. Et je pense que ça doit être le deuxième que j'ai lu. Peut-être le troisième. Peut-être que j'ai lu des nouvelles avant. Je suis plus très sûre. En tout cas, c'est le deuxième qui m'a marqué, ça c'est sûr. Et ça m'a marqué globalement toute ma vie sur ma manière d'écrire, sur mes goûts, sur mon inconscient globalement. Enfin, franchement, c'est un des livres, je pense, qui m'a le plus influencé dans ma vie globalement, quoi. Alors là, je le relis parce que j'en avais parlé à une amie qui l'a lu du coup, et je me suis dit que j'allais le relire pour entre guillemets l'accompagner puisqu'elle m'en avait reparlé. J'aime bien relire des livres pour accompagner des gens. C'est la 3e fois que je le lis, et à chaque fois que je le lis, je suis toujours autant prise dedans, autant passionnée, etc. Et je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est la caractéristique principale de mes livres préférés. C'est que je peux les relire et les relire et j'ai toujours l'impression qu'ils sont aussi géniaux. Donc le fait de déjà savoir ce qui va se passer, etc. ne gâche absolument pas le plaisir. Donc il n'y a pas juste l'histoire qui est passionnante ou quoi que ce soit, c'est aussi l'écriture. Globalement, en général, ça veut dire que qu'il y a tellement de choses bien à en tirer qu'on peut même pas les retenir toutes, quoi. Alors, en résumé, ça parle de 7 personnes qui ont été amies en étant enfants et qui ont fait face à justement une créature, on va dire monstrueuse, cauchemardesque ou quelque chose, cette créature tue des enfants. En l'occurrence, elle a tué le petit frère de Bill, qui est un peu le chef de la bande des 7. Et donc, ils y ont fait face quand ils étaient petits, mais quand ils sont adultes, ils réalisent brusquement, quand l'un d'entre eux les appelle, donc c'est Mike qui les appelle, parce que c'est le seul qui est resté à Derry, donc la ville où ils étaient quand ils étaient enfants. Il les appelle pour leur dire que c'est en train de recommencer, ce à quoi ils ont fait face quand ils étaient petits. Et là, ils se rendent compte soudainement que en fait, leur mémoire à propos de ce qui s'est passé dans leur enfance s'est complètement effacée, et les souvenirs commencent à leur revenir à ce moment-là. Et donc, chacun d'entre eux va commencer à se rappeler de ce qu'ils ont fait quand ils étaient petits. Et donc, en parallèle, on va voir ce qu'ils vont devoir faire en étant adultes par rapport à ce qu'ils ont fait quand ils étaient petits. Donc, on va avoir une alternance de flashbacks et de moments du présent où il y a leur quête qui avance. Histoire, donc oui, comme je vous disais, on a 7 persos, on va voir le point de vue de tous, on va même voir le point de vue de quelques persos secondaires, on a beaucoup d'alternance de points de vue, et donc on a une alternance entre le passé et le présent, où il y a 2 histoires qui se passent, où sur certaines choses, elles se passent de façon étonnamment similaire, mais évidemment, elles vont pas se passer de manière 2 fois identique. D'une certaine manière, ils vont rechercher eux-mêmes la similarité, vu qu'ils avaient gagné la première fois, mais elle va être un peu difficile à obtenir. Le concept, c'est vraiment de faire que des enfants, avec tout ce qui représente l'enfance, donc les capacités d'imagination, de spontanéité, de se remettre facilement aussi des traumatismes, etc. L'espèce de résilience, l'ouverture d'esprit, toutes les caractéristiques, que ce soit positives ou négatives, mais plutôt positives dans l'ensemble des enfants. Et puis l'amitié aussi, évidemment, la capacité à former un groupe, un espèce de tout plus vaste, etc. Donc tout ça va devoir faire face à la peur, à une espèce de personnification de la peur, et du mal, on va dire, d'une manière plus générale, mais c'est plus la peur que le mal, je trouve. Aussi un peu du désespoir, mais vraiment c'est plus la peur. Un monstre qui va représenter la peur, qui va être une espèce d'incarnation du concept même de monstre, face à l'enfance, globalement. C'est l'amitié aussi, mais je dirais quand même plus l'enfance. Et donc les 7 vont être 7 visages différents, on va dire, de l'enfance. Ils sont tous à la fois similaires parce que par certains aspects, ils ont des défauts, ils sont rejetés, ils ont des faiblesses, etc. Mais en même temps, justement, entre eux, ils se sentent plus forts, et ils sont tous assez courageux, etc. Mais au final, je pense que c'est des caractéristiques auxquelles on peut tous un peu s'identifier, parce que tout le monde a ses faiblesses, quoi. C'est pas obligatoirement quelque chose d'aussi manifeste qu'un bégaiement ou le fait d'être gros ou quelque chose comme ça, mais chacun d'entre nous a ses faiblesses, donc
Voilà, eux ils s'appellent le club des ratés et tout, mais quand on y réfléchit, je pense que n'importe qui peut faire partie du club des ratés. Il faudrait vraiment avoir un drôle d'orgueil réaliste pour ne pas en avoir l'impression, je pense. Donc voilà, je pense que le concept c'est vraiment ça, c'est un espèce de face à face. Et d'ailleurs, je pense que Stephen King lui-même a réglé en quelque sorte ses comptes avec son enfance, le côté nostalgie avec sa propre enfance, et aussi avec justement les terreurs d'enfance. C'est un espèce de face-à-face que lui-même fait à travers ce bouquin, et c'est probablement pour ça qu'il est si génial. Ce qu'il y a de plus sincère pour moi, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Quand on fait nous-mêmes notre propre psychothérapie à travers nos œuvres, c'est là qu'elles sont les plus intéressantes. Déroulement de l'intrigue, dont je vous disais, on alterne entre les points de vue, surtout les points de vue des 7 héros, mais on a quelques persos secondaires qui ont le droit aussi à leur point de vue, et quelques persos même pas secondaires aussi, parce que par moments on a des passages où on a des récits de certains persos, soit parce que l'un des persos principaux va les interroger, mais des fois on les a de manière un peu gratuite, écrite de leur point de vue ou d'un point de vue externe, pour nous montrer des événements qui se sont passés des années avant la vie des héros, parce qu'en gros, ce qui se passe avec ça dans leur enfance et plus tard, ça s'est déjà passé, ça se passe tous les 27 ans, donc ça s'est déjà passé avant eux, et avec leurs grands-parents, et avec les habitants bien avant, etc. Donc on remonte dans le passé sur pas mal d'années pour voir toutes les catastrophes qu'il y a eu dans les années précédentes. Et sinon, comme je vous disais, c'est une alternance de flashback avec le présent. Et en gros, on voit les deux intrigues à chaque fois qui se courent l'une après l'autre, celle du passé et celle du présent, et qui se rattrapent toujours. Et on voit un passage du présent, un passage du passé, un passage du présent, un passage du passé, tout le long comme ça. Et ce qui est pas mal, parce que du coup, eux-mêmes, c'est justifié par le fait que leurs souvenirs leur reviennent au fil du temps, et ça nous permet d'avoir le suspense de ce qui va se passer après, malgré le fait que dans le passé, une chose similaire s'est déjà produite. Ça nous donne pas spécialement de préjugés sur le long terme. Par contre, ça nous en donne énormément de suspense sur le court terme, parce qu'on voit bien que les paramètres sont plus les mêmes, et donc on se demande comment ils vont arriver à reproduire la même chose, malgré le fait qu'ils n'ont plus tous les outils pour le faire. Concrètement, l'idée, c'est vraiment que quand on est enfant, on a plus d'armes que quand on est adulte, et quand ils sont adultes, ils vont devoir essayer de retrouver leur propre enfance, mais même si c'est faisable, c'est pas faisable avec la même puissance que quand on était vraiment enfant. La fin, évidemment, j'y reviendrai plus tard. Les personnages, je pourrais vous en parler pendant des heures, probablement, de chacun d'entre eux, parce que j'ai rarement vu des personnages aussi détaillés. Et d'ailleurs, je me disais, si je reprenais par exemple des personnages d'Harry Potter ou de la plupart des bouquins qu'on peut imaginer, et que je me disais je vais les mettre dans ma fic ou je vais écrire une nouvelle histoire ou je les reprends et je les fais faire autre chose, ça se verrait pas. Honnêtement, vous pourrez me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que la plupart des persos sont faits d'un concept si générique que si on les met dans une autre situation avec une autre vie, etc., on remarque pas que c'est eux. Si on nous le dit, on va dire ah oui c'est vrai. Genre ils sont sur un schéma similaire, mais ça restera vraiment quelque chose qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. Alors que si je reprenais un des personnages de Stephen King, et là je pense vraiment à ceux de ce roman-là, mais je pense que ça doit être valable aussi pour d'autres, mais dans celui-là c'est particulièrement vrai, je me disais si par exemple je reprends Bill, avec à la fois son bégaiement et à la fois son côté ultra courageux, un peu leader charismatique et tout ça, et le fait qu'il aime se mettre en danger pour se sentir vivant et tout ça, enfin, toutes ces caractéristiques, si je les reprends, on saura que c'est lui. Si quelqu'un connaît le livre, il y pensera forcément. Parce qu'il y a des éléments à la fois un peu génériques qui fait qu'on peut tous s'identifier, justement comme le courage, le fait qu'il ait perdu son frère, etc. Mais le fait qu'il bégaye, sa manière de parler, ses goûts, le fait justement qu'il devienne un écrivain plus tard et qu'il soit assez doué dans sa pensée mais pas capable de l'exprimer en mots, etc. Enfin, toutes ses faiblesses, ses difficultés, sa manière de s'exprimer, tout ça, c'est vraiment ce qui constitue une personne précise en fait. Et même si c'est pas aussi détaillé qu'une personne réelle dans toute sa complexité, ça l'est suffisamment pour qu'on se dise c'est lui, c'est une signature, quelque chose d'unique. Et ça c'est quand même fou. C'est assez rare, je pense, les auteurs qui sont capables d'avoir des persos comme ça ou qui paraissent vraiment uniques. Et je pense qu'il faut à la fois que le perso ait des pensées, ou quand l'auteur décrit les pensées du perso, il s'imagine lui-même, enfin, c'est une partie de lui en quelque sorte qui fait parler, mais en même temps, quand le personnage parle, je pense qu'il faut plutôt l'entendre comme quelqu'un d'extérieur et s'inspirer aussi de quelqu'un d'extérieur. Et arriver à s'inspirer à la fois d'une autre personne et à la fois de soi-même, et de relier les deux, et que ça forme un tout vraiment cohérent et qui s'emboîte bien, ça c'est vraiment un grand talent, une grande qualité, et c'est quelque chose que j'ai pas encore complètement appris à faire, et
j'essaye, je m'entraîne, mais franchement, il y a du boulot pour arriver à faire un truc aussi stylé que Stephen King dans ça, quoi. Donc voilà, je vous parlais de Bill, mais voilà, le schéma des 7, il va vraiment toujours être comme ça. Ils vont tous avoir une caractéristique majoritairement physique, on va dire, mais pas que. Parce que Beverly, elle a pas vraiment de problème physique. Son problème, c'est son père. Mais sinon, Eddie, qui est asthmatique, Ben, qui est gros... Bon, Stan qui est juif et Mike qui est noir, c'est des problèmes physiques en quelque sorte, parce que c'est des trucs pour lesquels les autres peuvent se foutre de leur gueule en un coup d'œil. Après, en réalité, c'est pas vraiment des problèmes. Enfin, je veux dire, objectivement, c'est pas grave. C'est pareil pour le handicap et tout, c'est plus les autres gens qui nous emmerdent et leur jugement que réellement le handicap en lui-même. Donc voilà, puis Richie, qui a un problème de vue, et du coup qui a des lunettes, mais au fond, il a pas qu'un problème de vue, il a aussi un problème d'hyperactivité. Et du fait que du coup il peut pas s'empêcher de balancer des vannes, des répliques comiques et tout ça à tout va, et que du coup il se met un peu tout le monde à dos. Mais voilà, donc en gros ils ont tous un espèce de défaut comme ça immédiat qui fait que de base ils sont plutôt solitaires, tête de turc, etc. Et quand finalement ils se retrouvent en groupe, c'est pour ça qu'ils s'appellent le club des ratés et tout, au final on voit bien qu'ils sont pas du tout si ratés que ça, ils sont tous vachement courageux, ils ont tous des qualités aussi qui les rendent attachants et un peu fascinants et qui font qu'on se dit qu'ils sont au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, il a envie particulièrement de les dévorer justement parce que leurs esprits ont des qualités particulières d'imagination et tout, et on s'en rend bien compte. Parce que Stan, qui est fan des oiseaux et qui les observe et tout ça, bah voilà, c'est mignon, c'est cool et tout ça d'avoir une passion comme ça pour l'observation des oiseaux. Et grosso modo, ils ont tous leurs petits trucs. Richie qui est fan du rock et pareil, qui est tout le temps en train de se balader avec son poste et qui te sort les noms de tous les chanteurs, de toutes les chansons et tout ça. Et non sans dire aussi que il essaye d'apprendre à danser dans le 1163. Là, j'ai oublié j'ai oublié un bout de la date, mais le livre sur l'assassinat de Kennedy. Ils ont tous vraiment leur passion, etc., qui fait que on a envie aussi qu'il leur arrive rien, qu'ils continuent leur vie et tout, parce qu'on voit le potentiel en eux, ce qu'il y a toujours dans les enfants. Ben, avec son côté où il est capable de fabriquer des trucs de fou, on a vraiment envie justement de voir ce qu'il va devenir, et il y a vraiment ce côté promesse que contiennent les enfants. Évidemment, on peut aussi pas oublier tous les personnages entre guillemets méchants, comme le fameux Henry Bauer et ses potes... Victor Chris, le Rotter et tout ça, et Patrick Hockstetter et tout. Franchement, c'est pareil. D'une certaine manière, c'est des ratés aussi, sauf que eux, c'est plus mentalement qu'ils ont des problèmes, et que justement par un truc physique ou par un sujet de moquerie ou quoi. Enfin, c'est pas des lumières, on va dire. Bien qu'ils aient pas l'air tous débiles. Hein. Justement, Victor Chris, il a pas l'air si débile que ça. On sait pas trop pourquoi il est pote avec Henry, mais bon... Il a l'air de se rendre compte en plus qu'il débloque et d'avoir envie de se barrer à certains moments, donc c'est dommage pour lui qu'il soit resté. Mais du coup, même ces personnages-là sont vraiment intéressants dans leur folie, dans leur propre bizarrerie. On peut vraiment à des moments se dire quel gâchis, et se dire que voilà, ils n'ont pas vraiment eu le choix, et avoir quand même un peu de la tristesse ou de la pitié pour eux. En même temps, ils ont des côtés très flippants, etc. Donc c'est pareil, eux aussi, ça serait difficile de pas les trouver justement uniques et intéressants. D'ailleurs, des personnages comme Henry Bauer qui sont complètement fous, etc., il y en a plusieurs, vu qu'il y a le père de Beverly et puis son mari, et quand même, ça n'empêche pas les trois d'être différents. Ils ont beau être tous les trois violents, etc., ils ont tous leur personnalité. Le père de Henry, le fait qu'il ait fait la guerre et qu'il soit en mode avec son sabre japonais sur les genoux, et que tout le monde se dit, enfin Henry et ses potes se disent tôt ou tard on sait très bien qu'il va s'en servir et on a juste envie de pas être là quand ça va arriver. Voilà, le mec, on a l'image en tête, on se dit putain il est malade, c'est un taré. En même temps, voilà, on comprend que il a fait la guerre et qu'il est resté complètement siphonné après. C'est particulier, c'est quelque chose de précis qui se place dans une histoire précise, etc. Et en même temps, on peut tous l'imaginer et se sentir concernés, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi doués que Stephen King pour faire des persos comme ça, qui paraissent uniques, et qui ont des traits, on va dire, clichés ou caricaturaux, ou en tout cas très distinctifs, mais qui sont pas les seuls traits, justement, qui ont à la fois des côtés très universels dans leurs sentiments et dans les situations qu'ils vivent. Et tout ça fait que à la fois, on a envie d'être leur ami, et à la fois, on se met à leur place. Et le fait de ressentir les deux, c'est ça qui fait vraiment que ces personnages sont géniaux, sont parfaits, ils sont vraiment très très consistants surtout, quoi. Donc apparence, oui, même l'apparence,
Je sais très bien que Bill, il est roux quand il est enfant et que quand il est adulte, après, il a perdu ses cheveux, qu'il est devenu chauve et tout ça. Beverly, pareil, je sais très bien qu'elle est rousse, qu'elle est mignonne, que quand elle est enfant, justement, elle est un peu dans le côté puberté. Donc, il y a ce truc un peu de juste milieu entre l'enfance et l'adolescence. On nous a bien parlé avec Ben qui l'admire et tout, de sa chaîne de chevilles et tout. Globalement, de comment elle s'habille avec des trucs un peu récupération, tout ça, parce qu'en même temps, elle est pauvre, et en même temps qu'elle arrive toujours à être mignonne malgré ça, et que du coup, même les autres filles la jalousent, parce que justement, elles voient en elle une rivale, et elles ont l'impression que c'est pas juste, parce qu'elles sont riches, elles ont des beaux vêtements et tout, mais Beverly est quand même plus mignonne. Donc ouais, on a carrément l'image. Bah, c'est pareil pour tous les autres, en fait. Ils ont vraiment chacun leurs caractéristiques physiques qui font partie de leur personnalité, et on le voit à travers le jugement des autres, que ce soit des amis, des amoureux, ou des ennemis, des connards et tout, qui se foutent de leur gueule, etc. Leur physique, il entre en compte dans ce qui leur arrive, etc. Donc on a vraiment tendance à le garder à l'esprit, et ça aussi, c'est bien fait. Quand le physique, c'est pas juste une case à cocher, genre on l'a décrit, on l'a fait, puis pouf, on passe à autre chose, et puis ça intervient plus. Quand le physique intervient dans l'histoire, c'est là qu'on le visualise le plus, et qu'on l'oublie pas, et c'est cool. La personnalité, je vous disais, voilà, c'est parmi les meilleurs que je connaisse. Évidemment, Stephen King n'est pas le seul auteur que je connais qui écrit des personnalités comme ça, mais le fait de cumuler, le fait d'écrire au niveau des pensées, d'un point de vue interne, des trucs très précis, très forts et aussi très impudiques. Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus chez Stephen King, c'est qu'il a vraiment la capacité de mettre le doigt sur les trucs que les gens n'ont pas envie de savoir et de le formuler. Vraiment, en plus de bien le formuler. Déjà, une autre qualité aussi, j'y reviendrai, c'est qu'il a vraiment toujours des bonnes métaphores pour exprimer, que ce soit les souffrances physiques ou les souffrances mentales, mais il a toujours des putains de métaphores qui te mettent vraiment des images dans la tête pour exprimer qu'est-ce que ressentent les persos. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une image, justement, pour... Ça me paraît un peu triste à dire, parce que c'est vrai que maintenant que je vois plus grand-chose, que justement, quand je l'ai relu, là, je me suis rendu compte que je visualisais beaucoup moins qu'avant, de me dire qu'il n'y a rien de mieux qu'une image, mais une métaphore, ça ne s'imite pas à une image visuelle, c'est plus... c'est un événement, en quelque sorte, concret, qui remplace quelque chose de physique. Donc c'est pas forcément que visuel. Mais bon, voilà, une image au sens large, on va dire. Du coup, ouais, Stephen King, il a cette capacité à toucher, entre guillemets, là où ça fait mal. Dans la plupart de ses bouquins, il y a au moins un passage où j'éprouve une énorme reconnaissance par rapport à ce qu'il dit, où je me dis « Merci de l'avoir mis en mots, putain. Ça fait très longtemps que je pensais ça. » Et des fois, quand j'essaye d'en parler aux gens, je sens qu'ils ont envie de fuir, qu'ils sont dans le déni, que je leur fais du mal. Du coup, je m'arrête et je reste avec cette espèce de malaise où je me dis « Mais c'est réel ou c'est moi ?» Et je me sens seule et tout. Et à un moment, voilà, je prends un de ces bouquins et je lis quelque chose comme ça, qui est vraiment bien formulé, bien mis à plat. Et vraiment, j'ai envie de dire merci, putain, merci de l'avoir dit, parce que maintenant, j'ai plus cette sensation, justement, de devenir folle et de me dire, mais ça vient de moi ou quoi? Est-ce que c'est dans ma tête? Parce que, on se sent beaucoup mieux tout de suite quand quelqu'un d'autre confirme une sensation qu'on a. La mettre en mots quand on est le premier, entre guillemets, à le faire, c'est vraiment très dur. C'est beaucoup plus facile, une fois qu'on a déjà lu quelqu'un en parler, de reprendre notre propre sensation et d'essayer de trouver ce qu'elle a de spécifique par rapport à celle de l'autre, une fois qu'il s'agit que de modifier des détails, mais que le truc générique, on sait qu'il est validé. Mais vraiment, quand on vient de nulle part avec une sensation complètement nouvelle, c'est dur de mettre des mots dessus. Et Stephen King, je sais pas si c'est parce qu'il connaît plus de monde, parce qu'il est plus âgé, tout ça. Par rapport à moi, je veux dire, hein, tout simplement, là, on est vraiment d'une personne à l'autre. Est-ce que, justement, je me le demande souvent, pour avoir une telle variabilité dans ses personnages, et autant de manières de parler, et tout ça, je me dis, ça doit être un mec sociable qui a plein d'amis, ou alors est-ce qu'il est juste très observateur? Je sais pas, je me pose la question, comment il fait pour connaître autant de gens? Après, on n'a même pas besoin de les connaître en réel pour connaître des gens. En réalité, il suffit peut-être de les écouter en vidéo ou quoi que ce soit. Donc, comment il fait pour avoir une telle bibliothèque de personnalités comme ça à disposition, pour être capable justement de mettre les gens en scène avec ce mélange de détachement qui permettent de se moquer un peu d'eux, d'être à distance, d'avoir une certaine ironie, un certain recul, et en même temps d'être capable de complètement internaliser leur point de vue de temps en temps. Je trouve ça complètement ouf et complètement génial. C'est vraiment quelqu'un qui... Enfin, je me dis que ça doit être quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'empathie pour le coup. Et ça, c'est vraiment fascinant. Franchement,
J'aimerais bien le connaître juste pour faire la liaison justement entre l'écrivain et la personne. Je pourrais jamais, mais j'aurais bien aimé juste pour mieux comprendre ça en fait. Comment on en arrive là? À quel point il prend de ses relations humaines, de sa vraie vie, ou est-ce qu'il prend des livres qu'il a lus? Je pense qu'il prend un peu de tout, mais justement voir comment les choses qu'il a vécues se retrouvent dans ses bouquins, ça me plairait énormément d'avoir la possibilité de comprendre ça. Et du coup, oui, ce que je disais, c'est que je le remercie vraiment d'être capable d'aller fouiller dans la merde, mais au niveau sentiment, quoi. Parce que lui, il n'hésite pas à dire que de ses persos chient, vomissent, sont dégueulasses, etc. Il y a des gens à qui ça déplaît, moi je trouve ça bien, parce que j'en ai marre qu'on fasse semblant que tout est rose dans le meilleur des mondes, et que du coup, nous, dans la vraie vie, on a toujours l'impression d'être sale et imparfait, alors que nos héros sont tout lisses et tout beaux, etc. Bah non, moi je trouve que c'est mieux d'avoir des héros qui ont des défauts et qui sont aussi faibles ou sales ou maladroits que nous, et que ça les empêche pas, à côté de ça, d'être courageux et d'avoir de la beauté, etc., comme nous-mêmes on peut en avoir. Vraiment, de faire des héros humains, réalistes, je trouve ça juste beaucoup mieux. Mais du coup, ouais, qu'ils soient capables d'aller fouiner dans les recoins dégueulasses de l'esprit où la plupart des gens ne veulent pas savoir, comme la plupart des gens ne veulent pas qu'on leur parle de merde ou de vomi ou quoi que ce soit, et ben moi je trouve que c'est vraiment ce qui fait de mieux. C'est quelque chose pour lequel j'éprouve vraiment de la reconnaissance, et je pense que j'aurais vraiment toujours un espèce d'éternel attachement pour lui, une sorte d'amitié même. Ça peut paraître bizarre de dire ça pour un écrivain, mais vraiment, parce que j'éprouve une espèce de reconnaissance fondamentale par rapport à ça. C'est comme si justement j'avais parlé avec un ami ou quoi, et que du coup je me sentais reconnue, moins seule ou quoi que ce soit à travers ça. C'est vraiment cool de pouvoir obtenir ça sans même avoir besoin de parler avec une personne réelle. Pour moi qui suis pas très fan des relations sociales, c'est encore mieux quoi. Vraiment, merci pour ça. L'évolution, il y en a. Au final, les adultes essayent de retrouver ce qu'ils étaient en étant enfants. Donc, est-ce que c'est une évolution ou une involution? À vous de voir. Je pense quand même que c'est une évolution parce qu'ils perdent pas quand même ce qu'ils ont appris en étant adultes. Ils essayent de retrouver ce qu'ils étaient en étant enfants. Mais ça les empêchera pas d'avoir leur regard d'adulte dessus. Donc d'une certaine manière, ils deviennent plus, donc c'est une évolution. Et quand ils sont enfants, ils essayent juste d'encaisser ce qui leur arrive. En soi, c'est une évolution, parce que quand il nous arrive des catastrophes, juste rester debout, c'est une évolution. Se rendre compte qu'on en est capable, c'est une évolution. Après, à un certain moment, je pense qu'ils avaient même plus vraiment la capacité d'être fiers. Ils l'ont peut-être temporairement, mais je pense qu'ils la gardent pas sur le long terme, parce que de toute façon, ce qu'ils vivent est tellement dur qu'ils préfèrent l'oublier. Avec l'oubli, on se dit que c'est difficile d'évoluer. C'est pour ça que je me pose des questions par rapport à l'évolution. Vu qu'il y a beaucoup d'oubli, tout ce qui leur est arrivé quand ils étaient enfants, ils l'ont oublié. Et voilà, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont évolué quand même? Oui, vu que d'une certaine manière, ils se rappellent de ça dans leur inconscient. Apparemment, ils font des rêves traumatisants, etc. Si c'est dans leur inconscient, ça veut bien dire que c'est quand même quelque part. Même si Stephen King lui-même dit que l'inconscient c'est pas aussi important que ce que Freud veut bien dire ou quoi, et je suis très reconnaissante et je pense que c'est très intelligent de sa part de dire ça. Enfin voilà, l'inconscient c'est vachement surfait, mais qu'il y ait quand même quelque chose comme ça, forcément. Donc de l'évolution il y en a, et en même temps elle paraît dérisoire, mais c'est réaliste. Je pense que d'une certaine manière, ce livre nous fait évoluer. Le fait que l'évolution des personnages soit moins épique que dans d'autres, mais que du coup on peut plus la prendre pour nous, je pense que d'une certaine manière, c'est mieux. Après, voilà, je suis vraiment subjective parce que j'adore ce livre, mais je pense que quand on nous met des évolutions trop prononcées, il y a un moment, les persos, on peut toujours les aimer, mais on les perd. On s'identifie plus à eux. Dans les shonen, tout ça, on s'identifie aux persos au début, quand ils sont paumés, etc. Puis au bout d'un moment, quand ils deviennent forts, on les lâche. On se dit, oui, les classes et tout, mais d'ailleurs, moi, souvent, je sens diminuer mon intérêt dans ces moments-là. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait vraiment ça. Parce que justement, je peux plus m'identifier, j'ai l'impression qu'on l'a perdu, le perso. Et là, on les perd jamais. Parce que justement, on sent qu'ils font un pas en avant, 3/4 de pas en arrière. Et c'est concrètement nous ce qu'on fait aussi dans la vraie vie. Donc je pense que c'est mieux d'avoir une évolution moins épique, moins spectaculaire, mais qui soit plus proportionnelle à celle que nous-mêmes on peut avoir. Donc de l'évolution, oui, il y en a. Et nous aussi, on peut évoluer avec ce livre, et ça, c'est cool. L'univers, les lieux et créatures. Alors, c'est notre monde. Mais l'univers, je me suis rendu compte maintenant, parce que à l'époque où j'ai lu ça, comme je vous dis, c'était un des premiers livres que je lisais, et moi, ça a complètement marqué mon inconscient, justement, mon conscient aussi, mais ça m'a marqué dans les deux de manière durable. Ça a eu une influence sur mes goûts, sur mes rêves, sur ma manière d'écrire, sur tout ce que je pense de la vie, du monde, etc.
Et je me rends compte qu'aujourd'hui, après être passé par un an quasiment à écouter des vidéos de JDR dans l'univers de Cthulhu, en fin de compte, il y a quasiment tout ce qui est surnaturel dans ça, et dans une partie de tout ce qu'a écrit Stephen King, c'est vachement inspiré de Lovecraft. Et c'est marrant parce que du coup, en fait, j'ai découvert Lovecraft après Stephen King. J'avais l'impression de poursuivre en quelque sorte le truc, et je me rendais pas compte sur le moment. Je me disais juste que j'aimais ça et que je l'aimais là où je le trouvais, peu importe où finalement. Mais j'avais pas réalisé que Stephen King avait pris ça de Lovecraft et que finalement j'aimais une espèce de chose transformée, faite à partir de ce matériau-là, quoi. Je sais pas si vous comprendrez vraiment ce que je veux dire, mais c'est assez étrange des années après, en le relisant, de me rendre compte, cette fois de voir vraiment ce qu'il a pris en fait de tout ça. Concrètement, la manière de Stephen King d'écrire les personnages, de décrire même la ville de Derry, et puis d'articuler tout ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise lui. Le monstre de ça, sa manière de fonctionner face aux enfants, le fait que ce soit un peu justement une incarnation des terreurs d'enfance et tout ça, je pense que c'est propre à lui. D'ailleurs, le fait d'avoir mis ça dans un truc qui s'adresse majoritairement aux enfants, c'est aussi quelque chose qu'il a fait lui-même, je pense, parce qu'il avait des comptes à régler, comme je vous disais, avec son enfance. Mais le fait que ce soit un monstre qui vive au-delà de notre univers, qui soit au-delà de ce qu'on peut imaginer, et que du coup on s'en fasse que des représentations mentales, en quelque sorte imparfaites, etc., mais qui sont faites à partir de notre propre esprit, parce qu'en gros, on peut tellement pas concevoir ça dans ce qu'il est réellement, que notre esprit essaye de mettre des images comme des illusions ou quoi, pour le cacher, pour qu'on puisse garder notre santé mentale. Ça, c'est totalement quelque chose qu'il a pris de Lovecraft, et je pense que c'est une des choses qui m'avait le plus fascinée quand j'avais découvert ce livre, ce monstre, etc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, je veux dire. Même moi, mes propres monstres, entre guillemets, dans mes rêves et tout, j'ai toujours cette sensation que ce que je vois d'eux, c'est l'image que je m'en fais. C'est à la fois cool, marquant, choquant, marrant, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi c'est vraiment un élément important, parce que c'est pas anodin en fait. Et c'est pas tout le monde qui fait ça. D'avoir des monstres qui changent de forme, c'est pas si original, mais d'avoir des monstres qui changent de forme parce qu'on n'est pas capable de concevoir ce qu'ils sont, tellement justement c'est quelque chose qui est en dehors de notre conception du monde, oui, c'est quelque chose qui vient de Lovecraft à 200%, quoi. Donc tout ça pour dire que en fait on est dans un monde réaliste, notre monde, etc., où il y a ça comme monstre qui est à l'extérieur de notre monde, et qui est aussi incarné, et il y a une liaison entre les deux, et voilà, c'est l'esprit humain du coup qui va donner sa forme à ça. Bon, au départ on peut se dire qu'il y a que les humains d'un côté et ça de l'autre. On verra, même si je sais pas si je peux vous dire que c'est un peu un spoil, mais qu'il y a autre chose entre guillemets dans l'espèce d'intercalaire qui sépare notre monde du macro-univers, ce qu'il appelle comme ça. D'ailleurs, je crois pas que c'est macro-univers, c'est macro-univers. Donc voilà, l'idée qu'il y a quelque chose derrière notre réalité, quelque chose de plus vaste, qu'on peut pas concevoir, etc., qui se trouve complètement au-delà de nos capacités d'imagination et qui nous rendrait fous si on le voyait, c'est quelque chose qui vient complètement de Lovecraft. Par contre, Stephen King a mis sa petite touche. Je sais pas si c'est un peu un spoil de vous dire ça, mais je préfère vous le dire tout de suite, parce que moi c'est quelque chose qui m'agace toujours un peu. Mais je trouve que dans ce livre, c'est vraiment pas gênant. Un petit peu, mais c'est moins gênant que dans d'autres, on va dire. Derrière le macro-univers, il y a encore autre chose. Cette fois, c'est la chose ultime, et c'est là-bas qu'il y a Dieu, quoi. Il y a plusieurs sous-entendus qui nous font comprendre ça dans le livre. Et moi, ça me fait un petit peu soupirer. Je pense que vous pouvez vous en douter. Et ça, pour le coup, évidemment, ce n'est pas le cas chez Lovecraft. Donc voilà dans quel univers on se trouve, pour vous donner un schéma assez large du truc. Logique et cohésion. Alors, j'ai envie de vous dire que spontanément, je vois pas de problème, mais il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée, et où limite ça me donnerait envie de faire comme tous les gens qui sont fans d'Harry Potter, etc., et qui font des épisodes indépendants pour parler de chaque petit problème qui pourrait être une incohérence, pour débattre de si ça en est une ou si ça en est pas, et quelle théorie il faut faire pour que ça en soit pas. Parce que bon, là il y a des détails quand même qui m'ont interpellée, donc je le dirai en spoil. Il faut juste que je me rappelle. Mais voilà, je pourrais parler de théorie, etc. Je pense que ma catégorie de spoil final va être aussi longue, voire plus, que tout ce que j'aurais dit avant, parce que là j'ai des tonnes de trucs à dire sur des tas de détails. Je préfère quand même pas vous spoiler si jamais vous ne l'avez pas lu, quoi. Donc logique et cohésion, on est sur quelque chose d'assez béton, mais évidemment, on peut toujours se poser des questions par rapport à des détails précis. D'une certaine manière, c'est aussi ça qui fait la richesse de l'œuvre, parce que quand on a envie justement de répondre à des questions comme ça, et qu'on peut le faire,
Moi, c'est ce que je préfère. Il y a des gens, je sais, mon frère ou quoi, qui détestent quand il y a des flous et qui va me dire que si la réponse n'est pas clairement indiquée, il faut considérer qu'elle n'est pas vraie et que on sait pas et que c'est un défaut en quelque sorte. Pour moi, le fait de laisser des zones d'ombre, c'est ce qui permet aussi justement de s'approprier l'univers, d'avoir notre propre créativité qui se mélange avec celle de l'auteur, etc. Et je considère que c'est là qu'on se retrouve en fait. C'est là que notre propre côté créatif rejoint celui de l'auteur, et c'est ça qui fait qu'on s'attache le plus aux œuvres, à mon avis. En tout cas, moi, c'est ce qui fait ça. Donc moi, j'ai besoin de zones d'ombre pour m'approprier les univers, et pour que ce soit ceux qui me marquent le plus, que je garde, et qui font justement partie après de mon inconscient et tout ça. Donc le fait qu'il y ait des zones d'ombre, pour moi, c'est pas un défaut. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel, parce que voilà, il y a des gens comme mon frère qui ne supportent pas les zones d'ombre, et qui vont les considérer comme des imperfections, alors que pour moi, c'est plutôt une qualité. Et concrètement, autant je pense pas qu'il faille volontairement laisser des zones d'ombre, autant je pense qu'il faut éviter de vouloir à tout prix répondre à toutes les questions. Je pense qu'il faut rester sincère avec soi-même et que quand en soi on sait pas trop, il faut maintenir le flou, tout simplement. Je pense que l'important quand on écrit, c'est vraiment de retranscrire notre propre émotion, et du coup, les doutes en font partie. Et si on laisse les zones d'ombre là où nous-mêmes on les avait, ce qu'on écrira sera plus honnête, ça sera plus authentique, ça sera plus humain, et je pense que les autres gens pourront aussi plus le vivre comme si ça venait d'eux. Parce que avoir les réponses à tout, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors peut-être que mon frère fonctionne comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas moi c'est pas comme ça que je fonctionne, et du coup j'arrive pas à trouver ma place s'il y a pas de zone d'ombre. Mystère et découverte, il y a vraiment que ça, parce que on découvre complètement comment fonctionne justement la créature, ça, et du coup comment on peut espérer la battre. C'est vraiment ce qu'on va découvrir à travers tout le livre. Du coup il y a vraiment que ça. On a aussi beaucoup de mystères et découvertes à propos des prochaines horreurs qui va se passer. On sait très bien qu'il va y en avoir, et on a un mélange d'angoisse et d'anticipation, d'avidité, on va dire, à l'idée que ça va venir. Donc il y a aussi du mystère et de la découverte pour ça, pour se dire qu'est-ce qui va encore pouvoir se passer d'horrible, à quoi ça va ressembler, et quand ça arrive, voilà, on est dans une espèce de fascination, répulsion ou quoi. Après, chacun vivra ça différemment. J'avoue que voilà, moi j'aime plutôt bien les scènes de violence. Après, Stephen King, souvent, il est quand même capable suffisamment de nous faire apprécier ses persos pour que quand des persos se font tuer, on a quand même un peu de... Enfin, on est un peu gêné quand même. Même si on aime bien la violence ou quoi, on se dit pas, tiens, c'est juste un moment fun. Souvent, on a quand même un petit malaise. Voilà, on ressentira forcément un peu des deux, un peu de fascination et un peu de malaise. Écriture, alors là c'est pareil, j'aurais des milliards de choses à dire. Éventuellement, je vais être obligée d'essayer d'abréger, parce que voilà, l'écriture de Stephen King, comme je vous dis, c'est le premier vraiment écrivain qui m'a fait aimer la lecture, et du coup qui m'a donné envie d'écrire. J'avais déjà envie d'écrire avant, mais qui a renforcé, on va dire, mon envie d'écrire. Je peux vraiment dire que ça a été en quelque sorte mon maître quand je me suis mise à écrire, quoi. Quand je me disais comment ça se fait que mes scènes d'action elles ont l'air molles alors que les siennes elles ont l'air classe, je le relisais lui et j'essayais de regarder la construction des phrases et tout pour comprendre quelles étaient mes erreurs. J'ai lu son bouquin justement qu'il avait appelé Écriture ou quelque chose comme ça, et j'ai essayé de prendre en compte ses conseils. Concrètement, je pense que Stephen King, pour moi, ça a été mon premier maître en écriture, dans le domaine de la fiction du moins. Parce que clairement, c'est pas du tout de lui que j'ai pris ma façon d'écrire mes chansons ou quoi que ce soit. C'est du coup au moins, je dirais à 60%, lui qui m'a formé sur l'écriture, même sans qu'on se connaisse encore une fois, juste parce que j'ai lu tous ses livres et je les ai lus et relus, et en m'arrêtant justement pour regarder en détail comment ça se faisait que tel ou tel passage me faisait autant d'effets, en essayant d'analyser qu'est-ce qui était fait d'un point de vue... justement littéraire, grammatical, etc. Comment ça se fait que ça me faisait ressentir ça. Et voilà, j'ai jamais fait ça sur un autre auteur, de vraiment disséquer les choses en me demandant comment c'est fait, comment ça se fait que ça fait ça, etc. Je l'ai vraiment fait sur lui, justement, parce que je me disais, pour l'instant, enfin à cette époque en tout cas, parce que depuis, j'ai trouvé un auteur que j'aime encore plus, mais avant, je me disais, je connais personne d'autre qui me fait autant voir des images dans ma tête. Donc je voulais avoir cette capacité-là, clairement. Donc l'écriture de Stephen King, elle est assez ouf sur ce domaine. Comme je vous disais, les métaphores qu'il a pour les sensations physiques ou mentales ou quoi, c'est des trucs où on a vraiment l'impression de les vivre. Et à la fois, je suis contente et à la fois, je suis frustrée, parce que je repense que moi, de base, j'ai aussi beaucoup tendance à m'exprimer en métaphore,
quand j'étais jeune et que ma mère me demandait ce que je ressentais quand j'avais telle ou telle douleur ou quoi, je m'exprimais quasiment toujours par métaphore, et ma mère disait toujours que ce que je racontais c'était incompréhensible. Encore une fois, quand j'ai découvert Stephen King, j'étais en mode merci, putain, je me sens moins seule. Moi, je suis pas seule, à décrire des trucs, justement, physiquement, avoir des images, dire un truc, je sais pas, que par exemple, si j'ai mal au ventre et que ma mère me demande mais c'est quoi comme genre de douleur, de lui dire c'est comme si on m'appuyait très fort sur la poitrine, ou ne serait-ce qu'un truc comme ça, en fait. Mais elle va me dire mais ça me parle pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette manière de parler, de toute façon, toi, on comprend jamais ce que tu dis. En fait, si. C'est juste que, justement, les gens comme elle, ils ont besoin qu'on leur dise, genre, il y a 10 cases de possibilités de mal au ventre différents, et c'est la case A, la case B, voilà. Mais non, la réalité, ça fonctionne pas comme ça, en fait. La variabilité, elle est beaucoup plus grande, elle est vraiment énorme, pas loin de l'infini, en tout cas au-delà de ce qu'on peut concevoir en tant que personne individuelle, quoi. Je veux dire que peut-être que une IA ou un algorithme ou quelque chose le pourrait, mais en tout cas nous, avec nos capacités comme ça, on peut pas. Donc justement, la métaphore, c'est ce qu'on a de plus précis pour parler de ce qu'on ressent, en termes de douleur physique, en termes de douleur mentale, et globalement pour tout ce qu'on ressent, parce que voilà... c'est pas facile, en fait, justement, de mettre des mots sur des émotions. C'est des choses qui sont pas physiques, qui sont pas visibles, perceptibles par les sens. On peut pas les passer directement à autrui. Donc, justement, les traduire en perception, c'est le seul moyen qu'on a de les rendre accessibles à autrui. Enfin, moi, c'est ce qui me semble logique. Donc, quand on me dit oui, c'est pas précis, c'est pas clair, c'est pas clair, mais en fait, il faut que tu l'écoutes avec ton empathie plutôt que, justement, avec ton esprit rationnel, en fait. Stephen King, son écriture, je pense que il est très doué au niveau de l'articulation du récit, de la mise en scène, on va dire, pour décider dans quel ordre on met les choses, à quel rythme on met les choses, etc. Et aussi sur la manière de construire les persos, d'alterner, je vous disais, de faire des dialogues très vivants, où les gens ont vraiment leur propre manière de parler chacun. Bon, j'y reviendrai en parlant des dialogues, mais vraiment, c'est une de ses grandes qualités, et pour le coup, je crois pas que je connaisse quelqu'un qui fait mieux à ce niveau. C'est vraiment le seul qui peut à la fois avoir une énorme variabilité des persos, sans pour autant que ce soit lourd ou illisible et qu'on se dise putain, on comprend rien, c'est chiant. Et c'est vraiment une putain de qualité. Après, en elle-même, je trouve que son écriture, elle est pas ouf sur le plan, en quelque sorte poétique, quoi. Mettre des idées extrêmement complexes en peu de mots, et où j'ai l'impression que les mots sont extrêmement bien choisis. Il le fait par moments, mais il le fait plus justement pour... quand il décrit des choses bien horribles, il a une capacité à mettre les bons mots dessus. Mais c'est pas constant, on va dire. Je trouve que des fois, par exemple, il y a un moment où un perso dont je ne citerai pas le nom se fait, entre guillemets, arracher la tête, et où il dit que ça fait un bruit épais et obscène. Et j'ai vraiment... je me suis arrêtée sur ces mots, parce que je me suis dit que... Du coup, j'étais dubitative sur le mot obscène, parce que je me suis dit, oui, mais c'est subjectif, enfin, tu vois, il y a une sorte de jugement de valeur là-dedans, c'est peut-être un peu dommage, mais l'idée que ça fasse un bruit épais, je me suis dit, c'est pas du tout quelque chose d'évident, et en fait, le fait que le mot soit inattendu fait qu'on se le représente, parce que justement, le mot nous frappe, parce qu'on se dit, pourquoi ce mot-là, après cette idée-là, un bruit épais, si je dis comme ça, un bruit épais, vous n'allez pas forcément voir ce que c'est. Mais le fait de ne pas voir immédiatement ce que c'est ça aussi qui fait qu'on se le représente. Donc, employer des expressions inhabituelles avec des faits de mots simples, mais combiner en fait des mots simples d'une manière inhabituelle, ça c'est vraiment la bonne manière, je trouve, pour qu'on se représente les choses et qu'elles nous frappent. Et le fait que, justement, Stephen King, il est vraiment très doué pour faire des scènes violentes ou horribles ou quoi que ce soit, qui nous frappent dans la manière où elles sont décrites. C'est pas, comme je vous avais dit par rapport à la griffe du chien, etc., là, c'était vraiment que la mise en scène. C'est le fait que les choses ralentissaient et qu'on nous mettait des zooms sur avant que ça se passe. Par exemple, si quelqu'un allait se faire décapiter, dans la griffe du chien, on allait avoir un zoom sur son cou. Genre, on allait voir son collier, les veines qui palpitent à son cou, tout ça dans un grand zoom. Puis de l'autre côté, voir les griffes ou la lame, ou peu importe, qui se déplacent, un éclat dessus, etc. Pour qu'on sente bien venir le truc et qu'on se dise non, non, non. Mais après, au moment même où ça allait se passer d'une manière entre guillemets banale. C'est vraiment l'avant, le fait qu'on nous fasse languir sur un truc qu'on n'a pas trop envie de voir, qui me mettait extrêmement mal à l'aise. Stephen King, il fait pas vraiment ça,
Même si il aime bien faire un autre truc, c'est par exemple vous dire à la fin d'un chapitre, il ne savait pas que c'était le dernier moment de joie qu'il allait vivre, ou il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il voyait cette personne. Tu te dis, oui, bon, ça, il l'a toujours fait, il le fait toujours, des espèces de vieux suspense, d'espèces de cliffhanger, de trucs un peu chelous comme ça, de teasing pour nous donner envie de continuer. Je sais pas si c'est pour ça. Des fois, je trouve ça à la limite, entre guillemets, du maladroit. Bon, dans ça m'a pas trop marqué. Enfin, il y en a plein, mais ils m'ont jamais gêné. Dans certains livres, j'ai envie de lui dire, oh, franchement, arrête un peu. On est déjà passionné par ce que tu dis. Cela dit, moi, j'ai tendance à facilement détester les gens quand ils ont l'air trop heureux. Du coup, si quand ils ont l'air trop heureux, on nous met des petits warnings comme ça pour nous dire c'était son dernier moment de bonheur et tout, ça me permet d'avoir plus d'empathie. Donc, ça peut paraître con, et ça peut peut-être même paraître triste, et vous aurez peut-être envie de me mettre des baffes. Mais du coup, je pense que je préfère quand même qu'ils fassent comme ça, même si c'est peut-être un petit peu vulgaire en quelque sorte, ou trop facile ou quoi. Parce que si on le prend comme un teasing, c'est juste agaçant. Mais moi, je le prends pas que comme ça. Je le prends aussi comme un moyen de me rappeler, tu sais, mes persos, ils vont en chier. Donc, tu peux leur laisser leur petit moment de joie, parce que d'une certaine manière, ils contribueront aussi à leur torture future. Donc voilà, ne t'inquiète pas, tu seras pas seul dans ta souffrance, ils vont en chier, c'est promis. Donc moi, ça me rassure, et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'ai jamais eu d'exaspération pour ça, alors qu'en général, je déteste un peu les teasings et les cliffhangers dans les séries et les animés, etc. Mais chez Stephen King, ça me fait juste marrer quand c'est trop flagrant. Et sinon, d'habitude, je les remarque à peine, parce que au contraire, je dirais que ça me rassure. Mais bref, ça c'est un de ses tics, entre guillemets. Stephen King, il arrivait à mettre les bons mots, surtout sur les choses horribles. Pour les choses belles, ça arrive aussi, mais c'est plus ponctuel, on va dire. Et globalement, il est très doué pour écrire des scènes d'action, de suspense, etc. Dans ça, elles sont vraiment, vraiment stylées, les scènes d'action. Il y a certains de ces livres, je vous ai dit, où j'étais moins satisfaite. Dans les livres récents, je vous avais dit, les scènes pleines de coups de feu et tout, je les ai trouvées assez nazes. Pourtant, là, dans ça, il y a aussi une scène avec des gens qui se tirent dessus. Et je l'ai trouvé extrêmement stylé. Est-ce qu'il a perdu quelque chose ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les scènes de maintenant sont foirées? Est-ce que c'est moi qui ai pas su les apprécier ou quoi? Je sais pas, je me prononcerai pas trop, mais en tout cas, ouais, il est vraiment doué pour le suspense dans les scènes d'action. Le fait de vraiment avoir l'impression de vivre la scène sur le moment quand on la lit. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus voulu essayer de prendre, parce que c'est juste génial comme capacité. Je vous disais, il a aussi une bonne capacité pour créer des villes et une espèce de dynamique entre les gens. Ouais, pour les relations humaines, en fait, à l'échelle d'une ville, quoi. C'est vraiment, entre guillemets, assez inhabituel, parce que la plupart des livres vont pas aussi loin dans cet aspect... l'influence du milieu sur les gens, etc. Là, Derry, on peut se dire que oui, c'est un cas particulier, puisque c'est une ville qui fonctionne un peu en huis clos et tout, mais il y a ça aussi dans Dôme, et globalement, il y a ça dans beaucoup de ces bouquins, où les gens sont extrêmement conditionnés par le lieu dans lequel ils vivent. Ces villes se ressemblent pas toutes exactement, même s'il y a des mécanismes similaires, et ouais, il est vraiment assez doué pour avoir comme ça des univers, en fait, assez vastes, et où il y a vraiment plusieurs types d'individus. D'ailleurs, il a aussi un assez bon talent pour faire des gens qui sont bêtes, entre guillemets, mais bêtes d'une manière réaliste et sans qu'on y perçoive forcément du mépris. On peut éprouver éventuellement de la peur envers ceux qui sont bêtes et méchants, et éventuellement de l'affection pour ceux qui sont bêtes et gentils, mais justement, il n'y a pas un côté rabaissant. Et c'est assez génial d'arriver à faire autant de persos sans donner l'impression justement d'en mépriser aucun. Vraiment, hein, même les connards, etc., je me dis que pour les écrire aussi bien, il faut forcément, d'une certaine manière, arriver à les aimer, à les comprendre, etc. Et je trouve vraiment ça admirable, ce côté. Je pense que dans des livres comme Le Fléau, qui sont assez manichéens, où du coup on pourrait se dire il y a les méchants d'un côté, les gentils d'un côté, et donc les méchants, c'est des exemples à ne pas suivre ou quoi que ce soit. Mais non, je trouve encore une fois qu'il y a une assez grande capacité d'empathie envers les méchants. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien. C'est parce qu'on comprend vraiment qui ils sont, pourquoi ils le sont, on peut les aimer et avoir de la compassion pour eux, etc. C'est assez paradoxal parce que pour quelqu'un justement qui est assez manichéen, qui met toujours Dieu partout et qui va te dire il y a Dieu, il y a le diable, il faut choisir son camp, il arrive quand même vachement bien à comprendre les gens des deux côtés. C'est un paradoxe. Je pense que c'est ça qui fait que moi, j'ai jamais été gênée par son manichéisme. Alors que chez beaucoup d'auteurs, c'est quelque chose qui pour moi est complètement rédhibitoire.
Si je sens que les auteurs mettent les méchants en scène juste pour permettre aux gentils de les battre, et qu'en soi ils n'ont pas de respect, etc. pour leurs méchants, ça va m'énerver, ça va me déranger. J'ai vraiment besoin qu'on aime tout le monde, quoi. Ça peut paraître très bisounours de ma part, mais j'ai vraiment besoin que les auteurs respectent même leurs persos, les bons comme les mauvais, quoi. Et Stephen King, je trouve qu'il le fait bien. Encore une fois, dans certains de ses bouquins, j'ai trouvé qu'il y avait des choses moins bien, on va dire, dans certains de ses bouquins récents. Et même dans les anciens, parce que voilà, dans le Fléau, on peut voir des choses... Enfin, moi, je pourrais vous parler de ce qui me dérange dans la fin du Fléau, quoi. Mais il y a suffisamment, on va dire, de respect. Le méchant, il n'est pas qu'un prétexte, même s'il en est un. On sent quand même qu'il a envie lui-même de les comprendre, jusqu'à un certain point. Et c'est ça qui fait que je peux m'impliquer. Et oui, ça fait partie de l'écriture. Poésie et contemplation, je vous disais, il peut y en avoir un petit peu. C'est vraiment pas son domaine principal, mais cette capacité de mettre les bons mots sur des choses horribles, de la poésie et contemplation, du coup pas dans un domaine des petits oiseaux cuits, mais plutôt à la Baudelaire pour te parler de la beauté d'un cadavre ou quoi que ce soit. Là, il y en a, vraiment. Il y a certains mots qu'il met sur certaines choses qui m'ont marqué, qui me sont restés, des expressions ou quoi que ce soit, et ça c'est pas n'importe quoi. Évidemment, ça va plus me le faire à moi parce que je l'ai lu quand j'étais ado. Et je pense qu'on est tous plus marqués par les livres qu'on a lus quand on était ado. Mais voilà, c'est ce livre-là plus que n'importe quel autre. J'en ai lu quand même plusieurs en étant ado. Donc c'est pas anodin. C'est vraiment pour moi ça, ce que je respecte le plus dans l'écriture en général. Cette capacité de combiner des idées complexes en peu de mots et avec des mots simples. Et Stephen King, même si c'est pas lui qui le fait le mieux dans tous les gens que je connais, mais il le fait quand même extrêmement bien. Et pour certaines choses, justement, qui sont des choses inhabituelles, qui sont justement des choses particulièrement sombres, horribles, dégoûtantes, etc. Mais c'est pas parce que c'est le cas qu'il faut pas que ça soit fait. Au contraire, moi je ressens vraiment le besoin de regarder ces choses-là en face, les choses qui nous angoissent, qui nous font peur et tout. Je pense que c'est le meilleur moyen, justement, de les dépasser, quoi. De vivre avec, de les accepter. Je pense qu'on a besoin de ça. Du coup, je le remercie vraiment pour le travail qu'il fait à ce niveau-là, parce que moi, ça m'a avancé, et je pense que ça peut avancer d'autres gens aussi. Suspense et action, tout le monde dit que Stephen King, c'est le maître du suspense, je vais pas du tout remettre ça en question. Il y a des petits procédés, comme je vous disais, un petit peu simples ou vulgaires, avec les phrases comme ça. Il est quand même très doué pour décrire les scènes d'action, avec des phrases courtes, des trucs très simples, qu'on visualise très facilement, et faire arriver justement les moments horribles après des moments anodins du quotidien où on peut vraiment se les imaginer, se les représenter, et voilà, on sent vraiment la cassure, l'élément perturbateur qui arrive, et c'est pas dans une histoire globale, c'est dans chaque scène entre guillemets qu'on sent le basculement. Il arrive assez lentement pour qu'on voit vraiment le truc se produire. D'ailleurs je dis ça et ça me met une image dans la tête quand à un moment dans l'histoire, il y a des bâtiments qui s'écroulent et il explique comment les gens les voyaient pencher et qui se sont dit tiens, ça me rappelle la tour de Pise, avant que le truc commence à craqueler et au bout d'un moment qui bascule vraiment de manière plus rapide. Mais c'est ça en fait qui fait que son écriture est bonne. C'est que on a le temps de visualiser les choses, on les voit arriver sans pour autant traîner, je vous disais, avec un truc un peu malsain, très 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 lent, comme dans La Grève du Chien sur les scènes horribles. Lui, il traîne juste assez pour qu'on ait vraiment le temps de comprendre ce qui va se passer avant que ça se passe, et que du coup, quand ça se passe, on est un peu paralysé par le sentiment d'évidence. Ça contribue au sentiment d'horreur, bien sûr, et ça contribue aussi à la visualisation. Je trouve vraiment qu'il a trouvé ce juste milieu pour nous permettre de visualiser les choses sans en faire trop. Alors il y a des gens qui trouvent que Stephen King c'est trop long, qu'il y a trop de descriptions, etc. Bon, je suis désolée pour eux. Pour moi, il y en a juste assez. Pour moi, c'est vraiment le degré parfait, voilà. Je trouve pas qu'il y en ait trop, je trouve pas que ce soit pas bien de décrire, je vous disais, les trucs sales, etc. Vraiment, pour moi, si un perso doit vomir, qu'on décrive qu'il vomit, c'est qu'est-ce qu'il ressent quand il vomit et tout, je trouve que c'est bien. J'en ai marre que tout fonctionne trop bien pour des persos trop parfaits et trop lisses, etc. J'ai envie de voir les gens souffrir, j'ai envie de voir les gens galérer, etc. Et je trouve que ça donne d'autant plus de valeur à leur victoire. Et je pense que Stephen King le pense aussi et que c'est pour ça qu'il le montre. De toute façon, pour aimer l'écriture de quelqu'un, je pense qu'il faut partager une partie de ses principes et de ses idées, parce que forcément, c'est notre manière de voir le monde qui conditionne ce qu'on fait. Après, il y a la maîtrise aussi. Évidemment, c'est pas parce qu'on a des idéaux qu'on arrive à correspondre à nos idéaux ou à bien les représenter. Mais je pense que lui... vu qu'il écrit beaucoup, et vu que c'est une de ses activités principales, etc., je pense qu'il a atteint une assez bonne maîtrise pour le fait de retranscrire ce qu'il avait dans la tête,
Et du coup, voilà, quand on est d'accord avec ça, je pense qu'il faut être d'accord avec ce qu'il a dans la tête. Et ce sera évidemment pas le cas de tout le monde. Je dis pas qu'il est ultra controversé, mais on est tous différents et c'est normal. Et il y a des gens qui vont pas supporter ce qui, à moi, me paraît plutôt jouissif, quoi. Donc je vous disais, les dialogues, il a ce putain de talent d'être capable de faire parler les gens différemment. Il va pas hésiter à mettre un perso qui zézaye ou qui bégaye ou compagnie. On pourrait se dire que ce serait lourd à lire, mais clairement ça ne l'est pas. Et ça nous aide justement à bien voir qui parle et à bien entendre en quelque sorte le dialogue dans notre tête. Et en fait c'est bien. Ça paraît simple, mais c'est pas du tout simple à faire parce que très peu de gens le font. C'est compliqué de pas être dans la caricature quand on fait ça. Et ce qui fait que Bill qui bégaye n'est pas une caricature, c'est le fait justement qu'il bégaye pas tout le temps, que lui-même il s'en rende pas compte, que voilà, ça s'amplifie bien dans les moments de stress, et quand il est heureux avec ses amis et qu'il imite des voix, etc., il le fait pas. En fait, il y a vraiment une logique sous-jacente à son bégaiement. C'est pas juste Bill parle donc ça bégaye, ça s'arrête vraiment pas à ça. C'est pour ça que c'est génial. Et c'est comme ça pour tous les persos. Ils ont vraiment leur manière de parler. Il n'y a pas, comme je vous avais dit avec le roman que j'avais lu il y a pas longtemps, là où la princesse disait sans arrêt ciel. Là, par exemple, Beverly, on se rend compte qu'elle est moins vulgaire que les autres. Elle n'a pas le droit de dire des gros mots parce que son père la punirait si elle le faisait, etc. Donc des fois, par exemple, si elle va dire merde, elle va se cacher la bouche ou des trucs comme ça. Et ben voilà, elle réagit différemment des autres, mais c'est pas de manière caricaturale. Elle va pas dire fleur à la place de dire merde ou dire ciel aussi sans arrêt ou ce genre de truc. Faut pas exagérer en fait. Elle fait quelque chose qui est un espèce de juste milieu entre ce qu'on lui a appris et le truc qui lui permet de s'intégrer dans son groupe. Et c'est ça qu'on fait dans la réalité, bordel de merde. Donc voilà, Stephen King, il est vraiment... je sais pas si c'est parce qu'il est observateur ou quoi que ce soit, mais il arrive vraiment bien à trouver le juste milieu réaliste pour que les persos aient leur signature, mais qu'en même temps, cette signature ne semble pas caricaturale ou irréaliste. Donc ça, c'est vraiment un putain de talent que j'ai vraiment pas trouvé ailleurs. Crédibilité, réalisme, du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui est génial. Et originalité, côté marquant aussi. Réellement, ça, c'est un truc que moi, j'ai pas encore chopé et que j'aimerais bien choper. Moi, j'ai tendance à faire parler tous mes persos comme moi. Et d'ailleurs, c'est un truc... si vous aussi vous écoutez les vidéos de Lynx sur ses propres critiques de livres, il le dit souvent, surtout dans des livres anciens, que c'est bizarre que tous les gens parlent pareil et qu'ils parlent tous avec un air très savant, très sophistiqué, même ceux qui sont pas censés être instruits. Et moi j'ai plutôt ce défaut là en fait, j'ai tendance à faire parler un peu tous mes persos pareil. J'arrive à me dire je vais faire parler différemment un adulte et un enfant, etc. Mais ça reste des choses assez génériques. Stephen King, il arrive à faire parler différemment chacun de ses persos. Il arrive très bien à faire qu'un enfant ait l'air d'un enfant, mais même il arrive à faire en sorte que tous les enfants aient pas le même air. Mais ça putain, mais c'est ouf d'arriver à faire quelque chose comme ça. Et franchement, je pense qu'il me faudra encore des années pour essayer de m'en rapprocher et je suis pas sûre de l'atteindre un jour. Et je serai pas la seule parce que comme je vous dis, je vois pas ça chez les autres écrivains non plus. Donc franchement, chapeau bas à ce niveau. En note globale, je lui ai mis 9. Hein. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que c'est une de mes meilleures notes. Alors vous allez me dire, tiens, tu lui as pas mis 10 alors que tu dis que c'est un de tes livres préférés, etc. Bah oui, j'avais pas mis de 10 avant que je découvre Brandon Sanderson, et donc pas avant que j'ai 26 ou 27 ans, je sais plus à quel âge j'ai découvert Les Fils des Brumes, mais avant j'avais jamais mis de 10 de ma vie. Bon après, j'avais pas non plus réfléchi à quelle note j'allais mettre à ça quand je l'ai lu quand j'étais jeune. Ça se trouve à l'époque j'aurais mis 10, j'en sais rien. Je me suis posé la question que justement dans cette époque-là en fait, dans les 27-28 ans quand j'ai décidé de faire... à l'époque, je suis même pas sûre que je me le sois vraiment demandé. Je me suis rendu compte quand j'ai découvert Les Fils des Brumes que j'avais jamais lu un livre aussi parfait à tout point de vue. Et je me suis rendu compte que justement c'était même au-dessus de ce que je ressentais pour Stephen King, et moi-même je me suis sentie choquée de réaliser ça, parce que c'était la première fois de ma vie que je trouvais quelqu'un au-dessus de Stephen King. Mais sinon, je m'étais pas demandé quelle note je mettais au livre avant. Je me le suis demandé quand j'ai fait une liste et j'ai commencé à la faire il y a un an ou deux, par là. Qu'est-ce que j'aurais mis à note à ça quand j'étais ado ? Je le saurais jamais, mais en tout cas, d'aujourd'hui, je lui mets 9 parce que il y a quand même quelques petits trucs qui me dérangent, comme je vous disais, Dieu. À l'époque où je l'ai lu, quand j'étais jeune, les réflexions sur la foi, le fait que c'est beaucoup le pouvoir de la croyance qui permet de venir à bout de la peur, etc., et que la croyance est présentée comme quelque chose d'extrêmement positif. À l'époque, ça devait beaucoup plus m'emballer, alors qu'aujourd'hui, ça m'attriste un peu. Dans une certaine mesure, je suis pas gênée, et je considère toujours ça vrai, et je considère toujours que ça apprend quelque chose, parce que ça parle plus de la foi que de Dieu. Et je peux pas nier que la foi, ça puisse être une force. Je peux clairement pas le nier, c'est pas parce que j'arrive plus trop à en faire preuve que je devrais ne pas le voir. Et justement, c'est la chose qui est la plus dommage de perdre
avec Dieu, quoi. Enfin bon, on va peut-être pas débattre de ça maintenant, mais c'est concrètement, il faudrait garder la foi, justement, mais en dégageant Dieu et en mettant la foi en autre chose. Je pense que ce livre, il est trop sincère, justement, pour pouvoir être réfuté et pour juste dépendre d'une idée ou d'une idéologie, et c'est pour ça qu'il reste génial. Après, voilà, il y a quelques petits trucs qui peuvent me déranger dans le côté un peu moral du fond, et c'est ça, je pense, qui le rend imparfait. Ouais, c'est vrai que vraiment il y a ce côté peut-être un peu moralisateur. Je pense que c'est ça qui fait que pour moi c'est pas parfait. Même si de tous les livres de Stephen King, c'est probablement un de ceux qui l'est le moins. En tout cas, c'est loin d'être celui qui l'est le plus. Mais il y a toujours... Moi, ça me gêne un petit peu. J'aimerais mieux que tout soit plus gratuit. Ça peut paraître bizarre à dire, mais je pense que c'est ce qui me gêne. Le côté un peu destin, prédestination, choisi, élu, machin, tout ça. Où il y a toujours la marque de fabrique de Dieu derrière. Je pense que c'est ça qui fait que pour moi ce livre est pas complètement parfait. Après, il y a peut-être pas que ça non plus, il y a aussi jusqu'où ça va par rapport à mes attentes. Mais si je prends les choses sur ce point de vue-là, je pense que j'aurais mis 10 quand j'étais ado, parce qu'à cette époque-là, ça allait complètement au-delà de mes attentes, et ça a mis des mots et des images, etc. sur des choses qui étaient un peu que des ombres dans ma tête. Et donc je pense qu'à ce moment-là, ça dépassait tellement ce que je pouvais concevoir... Et ça me permettait tellement justement d'incarner ce que j'avais l'impression d'avoir à l'intérieur sans pouvoir le sortir, que oui, j'aurais peut-être mis 10 à cette époque-là, si c'était que sur ce paramètre-là. Aujourd'hui, j'ai toujours ça avec Brandon Sanderson, et j'ai plus ça avec Stephen King sur aucun livre en fait. Je pense que je le connais trop. J'ai vraiment l'impression d'avoir cerné entre guillemets sa logique, même si ça peut paraître extrêmement prétentieux de dire ça. Je le dis vraiment pas pour la prétention, je le dis pour la sensation. Parce que justement, il n'y a plus aucun de ces livres que je lis et qui peut vraiment me donner l'impression de me dépasser, justement. Où je me sens submergée par quelque chose que j'arrive pas complètement à comprendre. Et du coup, c'est un peu comme un sentiment amoureux. C'est la sensation de se dire je peux y revenir à l'infini et j'ai l'impression que je pourrais admirer ce truc interminablement. C'est quelque chose que j'ai plus vraiment avec Stephen King. Je me dis, ce truc est génial, je peux l'admirer. Et je pourrais y revenir régulièrement. Mais je suis plus bloquée devant avec la fascination de me dire mais comment c'est possible ? Ça, c'est quelque chose que j'ai probablement ressenti en découvrant ça la première fois et que je ressens plus... Et même en découvrant Cimetière d'ailleurs. Même si Cimetière, je le mettrais pas dans mes livres préférés parce que, voilà, moi je mets dans mes livres préférés les livres qui me donnent des émotions positives et pas les livres qui me font bad tripper. Mais Cimetière, il m'a énormément fait bad tripper. Et pour faire bad tripper quelqu'un, il faut quand même être extrêmement fort, il faut être extrêmement doué, etc. Donc voilà, mais Cimetière... Et d'ailleurs, est-ce que Cimetière me le ferait encore ? Je pense qu'on serait aussi sur un 8-9, même si c'est un gros spoil de vous dire ça, parce que je pense qu'un jour je relirai Cimetière et je vous en parlerai dans le détail. Je pense que j'irai pas non plus jusqu'au 10, parce qu'encore une fois... Pourtant, on pourrait se dire que Cimetière, il est beaucoup moins moralisateur. C'est peut-être le livre le moins moralisateur qu'il ait écrit, quoi. Mais je sais pas, il y a quand même quelque chose... Je pense que c'est peut-être le fait que ce soit une émotion négative ou quoi, mais il y a quelque chose qui fait que pour moi, je peux pas dire c'est parfait. Stephen King, pour moi, c'est quelqu'un qui touche la perfection, mais c'est pas quelqu'un qui l'incarne totalement. Il y a quelque chose de plus chez Brandon Sanderson que j'ai trouvé chez personne d'autre pour l'instant. Une capacité qui m'évoque justement ce que j'aimais le plus dans l'enfance, cette espèce d'envie de jouer, de créer des règles pour inventer des nouveaux jeux et se dire justement, si je prends ces règles, j'ai envie de les regarder se dérouler, de voir ce que ça fait. Un peu la même sensation que ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé l'épisode de Science Étonnante sur la fourmi de London, ou je sais plus... Désolée si c'est pas le nom exact, mais voilà. De se dire, on prend une règle de base et on regarde ce que ça fait. C'est le truc qui me donne le plus de sentiments d'emballement que je connaisse encore aujourd'hui à l'âge que j'ai. Et ça, c'est exactement ce que fait Brandon Sanderson, et c'est pas ce que fait Stephen King, c'est pas ce que font les autres auteurs. Personne d'autre ne fait ça. Voilà, pour l'instant, j'ai pas découvert de choses qui me donnaient le plus ce sentiment d'emballement innocent, en quelque sorte, cette espèce d'envie de partir à l'aventure, ou cette sensation d'être en train de le faire, quoi. En mode, je laisse tout derrière moi, je pars et j'ai l'impression que ce que je vais découvrir, ça va forcément être génial. Il n'y a rien d'autre qui me donne ça, et du coup, je peux pas mettre vraiment 10 sur 10 à autre chose. Alors si, je vous l'avais dit, j'ai mis 10 sur 10 à autre chose, j'ai mis 10 sur 10 à l'été meurt jeune, pour une raison complètement différente en plus. Donc je vous en reparlerai dans le détail aussi, c'est complètement hors sujet de le faire ici. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas exclu qu'il y ait d'autres choses qui me fascinent que cette sensation-là. En tout cas, Stephen King, j'ai
un peu l'impression d'en avoir fait le tour. Si j'avais dû mettre 10 sur 10 à un de ces livres, ça aurait certainement été à ça, mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai cette sensation qu'il y a des choses qui sont au-dessus de ça, il y a des sensations qui me plaisent plus, etc. Pourtant, comme je vous dis, c'est toujours délicat de mettre une note sur quelque chose qui nous a marqué à vie, et ce livre, pour moi, il m'a marqué à vie. De toute façon, à partir du moment où on est au-dessus de 8, comme je vous ai dit, pour moi, ça veut dire qu'on est dans mes meilleurs, et justement qu'on a une place éternelle dans mon cœur, dans ma bibliothèque, dans mon top, dans tout ce que vous voulez de positif. Donc Stephen King, il y est carrément, et il y sera en plein d'exemplaires, et pour ça, plus que pour tout.